Bonjour, donc tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. On va parler de parentalité et numérique. C'est une habitude qu'on a chez 8Care de parler de parentalité à la rentrée des classes parce que c'est un moment où voilà, le rythme des vacances d'été disparaît doucement et prend place maintenant le rythme de l'école et la question évidemment aussi de l'usage du numérique, alors que pendant les vacances d'été, on peut, on a plus de temps libre et que donc l'usage de certains appareils numériques peut être plus important. Maintenant qu'on retourne à l'école ou qu'on a un certain rythme à suivre, la question se pose quelle place donner au numérique, à la maison, en famille et auprès des jeunes, comment gérer toutes ces questions avec nos enfants. C'est le sujet du jour. On va parler de parentalité et numérique. Euh, vous présenterai quelques chiffres, quelques concepts clés. Ensuite, je vous évoquerai aussi quelques outils qu'on a développés déjà il y a quelques temps, des outils que nous avons créés au sein de 8TechCare et d'autres outils existants, d'autres ressources, d'autres points de contact qui sont bons à connaître en toutes circonstances pour que vous soyez vraiment confiant par rapport à votre situation. Et à propos de situation, je suis curieux de savoir à quel titre vous participez à ce webinaire. Donc, vous voyez ici la question à l'écran. Vous participez à ce webinaire en tant que aidant numérique, en tant que parent, professionnel ou bénévole de l'éducation, de l'enseignement, ou professionnel ou bénévole de tout ce qui est lié à l'aide familiale. Et vous voyez, pour 3 et 4 ça au sens le plus large possible. Euh, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit suffisamment euh, inclusif. Voilà, je vois euh, que le chat prend déjà, euh, voilà, beaucoup, je vois beaucoup de un, je vois des 2, je vois un 3 professionnel de l'éducation, beaucoup de un, de 2, ok, de l'éducation, principalement un et 2, de temps en temps un 3, et sauf erreur, je n'ai pas vu de 4. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu à la question. Je profite de l'occasion pour préciser un petit peu le contexte ou plutôt le contenu de ce webinaire. Je, je suis moi-même actif professionnellement dans le milieu de l'inclusion numérique et donc chez 8TechCare, l'ASBL 8TechCare, on développe la plateforme 1, 2, 3, 18 et on essaye d'aider autant que possible des professionnels de l'accompagnement numérique, donc les aidants numériques, dans leur accompagnement. On développe plein d'outils, mais on aide aussi un maximum de citoyens, citoyennes dans certaines démarches et leur appropriation du numérique, que ce soit personnel ou dans ce contexte-ci, vis-à-vis de la famille. On va, durant tout ce webinaire, présenter quelques conseils et donc aborder certains sujets. Je n'aurai vraiment pas la prétention de dire que j'ai réponse à tout. Si je présente certaines choses, si ce sont des chiffres, ce sont des chiffres qui sont, qui sortent de certaines études, mais tout le reste, ce sont des suggestions et donc c'est toujours ouvert à la discussion. Ne prenez pas ça pour, voilà, comme étant vraiment des règles d'or impérativement à suivre. Mais au moins, j'espère vous donner pendant ce webinaire quelques pistes, quelques pistes de réflexion, quelques pistes de solutions que vous pourriez mettre en place auprès de
excusez-moi, trouver des réponses. Alors, pour mettre les choses en perspective, je vais vous présenter ici trois éléments de contexte pour expliquer un petit peu pourquoi il est encore important aujourd'hui, en 2025, de parler d'accompagnement numérique dans un contexte familial. Si, il y a une étude de 2022, ça remonte à il y a quelques années, mais je pense que indépendamment de quand ça a été fait, c'est le fond qui est assez intéressant ici. On a posé la question, les mêmes questions aux parents et aux enfants, et on a vu que 46% des parents déclarent ne pas se sentir suffisamment accompagnés. C'est quelque chose qu'on continue à voir encore aujourd'hui à travers d'autres études. Et donc, ça justifie aussi le fait de devoir les accompagner, répondre à certaines questions. Ça, c'est une chose. D'autre part, toujours d'après les parents, quels sont les risques liés au numérique quand on leur pose la question aux parents? C'est la dépendance, le cyberharcèlement et le contact avec des inconnus. Donc ça, ce sont les inquiétudes de la part des parents. Et alors, pour mettre les choses en perspective, quand on pose la même question aux enfants, quels sont les risques, quels sont les problèmes que les enfants pourraient vivre à force d'utiliser le numérique, on voit que la réponse euh, ne va pas tout à fait dans le sens de celle des parents. Le principal risque, ce sont les maux de tête. Et donc, il y a là une grande différence de perception entre les enfants et les parents qui voient ça d'un point de vue euh, voilà, adulte et qui connaissent peut-être certaines dérives des usages du numérique, dépendance, cyberharcèlement, le 2 et 3, un contact avec des inconnus, pourraient être étroitement liés, tandis que les enfants, ce sont plutôt les maux de tête. Voilà, c'est un des risques qu'ils ont évoqués, mais en tout cas, ça montre qu'il y a une vision différente des usages du numérique. Je vais, hop, si je peux changer de slide. Oui, voilà. Je vais vous donner quelques chiffres maintenant qui sortent d'une étude qui s'appelle Génération 2024, qui a été faite par l'ASBL Média Animation, qui, qui étudie justement, qui est allé à la rencontre des enfants, jeunes enfants, euh, de, de 6 à 18, si je ne me trompe pas, pour comprendre finalement quels sont leurs usages et comment se présentent les choses aujourd'hui en 2024. C'est une étude qu'ils font tous les 4 ans, la dernière remontée à 2020. Et donc, c'est intéressant encore en 2025 de regarder les chiffres de 2024. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Ce n'est pas une étude que nous avons menée au sein de notre SBL chez 8TechCare. On l'a étudié, on a pris connaissance de cette étude. Il y a certains chiffres que j'aimerais vous partager et je vous encourage, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller vous documenter vous-même dans cette étude qui est vraiment bien faite, très complète et très intéressante. Alors, quand on parle de numérique et d'enfants, on peut imaginer que ce sont des digital natives qui sont nés avec un téléphone greffé au bout des pouces. Quand on regarde quels sont les appareils, et je cite la question qui leur est posée, quels sont les appareils que tu utilises toi-même chez toi, on voit que le premier appareil que les enfants utilisent est la télévision. Ça n'est pas le smartphone comme on pourrait le croire. Le smartphone, le téléphone vient en deuxième position, suivi de la console de jeu, tablette, ordinateur seulement à 40%, et il n'y a que 1% des enfants qui répondent euh, que, qu'ils n'utilisent aucun de ces appareils. Voilà. Mais donc la télévision est vraiment utilisée de loin comme premier appareil et on voit que dans le deuxième graphique à droite, 51% l'utilisent tous les jours et utilisent euh, la télévision que de temps en temps. Quand on regarde le téléphone, 19% tous les jours, plus 35% de temps en temps.
Évidemment, il faudra regarder par rapport aux différentes tranches d'âge ce que dit les différences entre des tout jeunes enfants qui sont en primaire versus des enfants en secondaire. En tout cas, ça vous donne une certaine idée des usages du numérique. Ça n'est pas que le téléphone, c'est aussi la consommation de télévision. J'ai évoqué l'usage du téléphone, du smartphone, hein. On a de moins en moins de téléphones fixes à la maison, ça existe toujours, mais on parle ici d'un téléphone à usage personnel et donc sous-entendu un smartphone. Et c'est vraiment le passage de l'école primaire à l'école secondaire qui va faire que les jeunes possèdent un smartphone personnel quand en sixième primaire, il y a déjà 59%, donc vraiment plus de la moitié qui possèdent un smartphone. Quand on passe en première secondaire, ça monte à 94%, et en deuxième secondaire, c'est 99%. Donc ça veut dire que le passage en secondaire, on peut dire que quasi tout le monde possède un smartphone et vient évidemment avec le fait d'avoir un smartphone, toute la question des usages, des droits, euh, de, de certains contrôles parentaux peut-être liés au smartphone. Et donc il y a quand même en quelques années de temps seulement entre cinquième primaire, juste moins de la moitié, juste pas la moitié des enfants qui possèdent un smartphone personnel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas le téléphone de papa, maman de temps en temps, soit pour jouer, soit à l'occasion d'une sortie qu'on le leur prête. Mais en tout cas, en termes de possession, en 3 ans, tout d'un coup, il y a quand même quasi tous les enfants qui possèdent un smartphone. Et en deuxième secondaire, 99%. Je n'ai pas les chiffres derrière la virgule, mais vous voyez que c'est vraiment quasi tout le monde. Et donc, ça renforce l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut éduquer, euh, comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants aux bons usages et quelle place donner quelle place donner au numérique à la maison et en famille. Je vous donne encore quelques chiffres. C'est assez, je pense, évocateur d'une situation aujourd'hui. C'est que quand on pose la question comment ils se sentent par rapport à leur propre usage, 56%, donc un peu plus de la moitié, se sont capables de faire ce qu'ils veulent sur les différents appareils numériques, et on pense principalement aux smartphones. Ça augmente quand on leur demande s'ils pensent pouvoir faire plus de choses que leurs parents. Donc là, on passe à 69%, et 83% des jeunes aident leurs parents. Et donc, ça veut dire qu'il y a un rapport par rapport au numérique, un rapport entre enfants et parents qui va dans les et les chiffres le montrent, qui va inévitablement dans les deux sens. Ça veut dire que d'une part, les enfants ont la perception que eux doivent aider leurs parents, et que d'autre part, en tant que parents, les parents qui, comme je vous le disais dans l'étude de 2022, ne se sentent pas suffisamment accompagnés pour aider leurs enfants, pour suivre la progression et les usages du numérique chez leurs enfants, bah, ça va dans les deux sens. D'un côté, on attend des parents de mettre en place certaines règles et de faire un suivi, d'utiliser des outils de contrôle parental. Et de l'autre côté, il y a quand même 80%, plus de 80%, 83% des enfants qui disent aider régulièrement leurs parents. Attention, aider les parents, c'est pas nécessairement aider à remplir le formulaire Taxon Web quand c'est la période de déclaration d'impôt. C'est pas nécessairement à se connecter via It's Me.
Ça peut être sur des choses peut-être plus, entre guillemets, triviales, installer une application, il y a quelque chose qui bug, l'écran est verrouillé, ou je n'arrive pas à rallumer mon téléphone. Ça peut être des choses plus, moins administrativement ou, moins, moins importantes. Ça reste quand même une perception des enfants que beaucoup aident leurs parents quand ils ont des problèmes avec leurs appareils. Les jeunes, toujours, utilisent énormément les réseaux sociaux. Vous voyez qu'en position numéro 1, c'est Instagram. Ensuite viennent excusez-moi, Snapchat, TikTok et YouTube. Donc ça, c'est entre 70 et 80%. Ce sont des moyennes, hein. Ce sont les réseaux sociaux, les plateformes qu'ils utilisent au moins une fois par semaine. Ensuite, BeReal, Facebook, Pinterest, Discord, Twitch, X ou anciennement Twitter. Là, on passe en dessous de la barre des 40% et ça diminue en dessous des 20%. C'est intéressant à savoir parce que les jeunes utilisent certaines applications qui sont moins utilisées par les parents et des générations plus âgées. Et donc, ça veut dire qu'il y a des codes sociaux aussi liés à certains réseaux sociaux qui sont très différents et qui peuvent générer à certains moments des moments d'incompréhension quand on parle de certaines choses ou certaines tendances sur certains réseaux sociaux. Maintenant, quand on leur pose la question, et j'arrive au deuxième graphique à droite, de savoir quelle situation ces enfants ou ces adolescents peuvent avoir liées au cours des deux dernières semaines, beaucoup répondent avoir reçu des compléments ou des réactions positives. 79%, ce qui en soi est assez logique et, et même appréciable quand on publie des choses, d'avoir des réactions positives. Donc, juste pas 80% qui reçoit des retours positifs. Cependant, et ça c'est le petit point d'attention, c'est qu'on voit à gauche Snapchat, TikTok, YouTube. Non, il y a quand même 36% des jeunes qui déclarent s'être fait draguer par quelqu'un sur les réseaux sociaux suite à la publication d'une photo ou d'une vidéo. Avoir reçu des critiques ou des propos négatifs, 15%, reçu des contenus à caractère sexuel qui n'avaient pas été demandés, donc non sollicités, et aussi une nouvelle tendance, c'est relativement nouveau, c'est des demandes de partenariat de la part d'une marque. Alors, il y a deux choses ici. Il y a d'une part le côté, comment dire, un peu néfaste des réseaux sociaux et des dangers liés au numérique, d'être exposé à des contenus, des propos, des photos, des vidéos qui sont négatifs, indésirés, indésirables, qui sont soit négatifs, euh, soit à caractère sexuel, proscrit d'ailleurs par la loi. Mais alors, il y a aussi autre chose, c'est que les enfants sont, du fait qu'ils s'exposent sur les réseaux sociaux aussi, euh, mettre des contenus en ligne et donc sont contactés par des grandes marques pour des partenariats, alors que là aussi, des enfants n'ont peut-être pas connaissance du cadre légal ou des bonnes pratiques. Ça ouvre la porte vers des dérives ou vers des arnaques. Des personnes malveillantes qui se font passer pour des marques en disant, tiens, si tu mets tel vêtement, tu mets la photo et tu nous tags, euh, et voilà, on te paiera, etc. Mais il faut que tu nous donnes telle et telle information à ton propos. Et donc, évidemment, c'est flatteur de penser qu'une grande marque vous a choisi pour mettre des vêtements ou certains contenus en ligne. Maintenant, c'est aussi
et avec la naïveté qu'on peut imaginer de jeunes enfants et même d'adolescents, euh, ça peut être la porte ouverte pour des arnaqueurs de les piéger. Voilà, donc petit point sur les réseaux sociaux. Je clôture la partie chiffres avec, et vraiment, je l'ai mis entre parenthèses sans vouloir paniquer, mais c'est important à savoir. C'est important de savoir que les jeunes ne reconnaissent pas nécessairement, ne serait-ce qu'un mail de phishing, ne sont pas conscients par exemple, un mail soi-disant de la police, @gmail.com n'est pas crédible, ne reconnaissent pas quand il y a des indices qui disent que c'est un mail de phishing, caractère urgent, c'est trop beau pour être vrai, l'expéditeur qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont qui ont été victimes de cyberharcèlement, avec tous les effets négatifs qui peuvent en suivre. Et à côté de ça, il y a aussi une part des jeunes, alors heureusement, ce n'est pas majoritaire, mais des jeunes qui se sont fait passer pour quelqu'un d'autre en ligne. Ça veut dire que les jeunes vont tester aussi les limites des plateformes pour tester peut-être leurs copains, copines, ou pour peut-être un petit peu provoquer des copains de classe, voilà, et faire des bêtises en ligne avec de nouveau les, des effets négatifs et indésirables, et donc les 9% qui pourraient avoir, alors à des degrés différents, étaient les auteurs de cyberharcèlement. De l'autre côté, il y a parfois des victimes. Je l'évoque parce que ça peut entraîner des troubles d'apprentissage à l'école. J'ai évoqué la rentrée des classes au début du webinaire. Voilà, ce sont des choses à savoir, et nous, en tant que parents ou en tant qu'accompagnateurs aidants numériques, aussi de pouvoir repérer peut-être certaines choses. Des mauvais points, ça peut être lié à un manque d'études, d'une part, mais la vie en ligne est assez importante pour les jeunes, et donc ça pourrait être aussi révélateur d'un problème autre que simplement à l'école. Juste, donc pour le contexte, voilà. On préfère de plus en plus parler de, euh, de discussion parentale plutôt que de contrôle parental. Le contrôle parental sous-entend, de par euh, ne serait-ce que le choix des mots, un contrôle, l'imposition, enfin le fait d'imposer certaines règles et de surveiller peut-être les enfants alors qu'ils ne le souhaitent pas nécessairement ou qu'ils n'en sont pas conscients. La difficulté avec le contrôle parental, c'est qu'un enfant, si ça lui est imposé, s'il n'a pas envie, s'il ne comprend pas la règle ou la mesure mise en place, va détourner, va contourner le problème et va trouver d'autres moyens pour accéder à certains contenus, certaines plateformes, certains réseaux sociaux, va le faire dans votre dos, va le faire à l'école quand vous n'êtes pas là, va le faire quand ils sont euh, à une activité extrascolaire ou le soir ou des week-ends ou lors de fêtes d'anniversaire chez des amis. Donc le contrôle parental est un outil. Non, c'est la petite note en bas du slide, c'est un outil qui doit venir s'intégrer dans une discussion parentale. Et donc on préfère mettre l'accent sur la discussion parentale pour que l'enfant comprenne pourquoi on a pris certaines mesures, pourquoi certains sites lui sont interdits, même s'ils sont accessibles à, à tout un chacun. Il est important ce contenu lui est interdit. Pourquoi on met des, euh, des limites de temps d'écran? Pourquoi dans certaines pièces on n'utilise pas tel ou tel appareil électronique ou numérique? Donc, il est important d'en discuter ensemble d'abord et
aussi, et ça j'y reviendrai à plusieurs reprises, de montrer l'exemple. Et euh, il est, il est important en tant que parent de dire si on dit ne pas prendre son téléphone à table, que les parents fassent la même chose. Sinon, on tombe un petit peu dans le travers. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et quand on parle de jeunes, bah, forcément, ils vont vouloir nous imiter. C'est d'ailleurs comme avec notre vocabulaire. Ils imitent autant notre vocabulaire et notre façon de parler euh, que, euh, que, que nos différentes actions. Quand on parle de discussion parentale, je vous mets ici quelques suggestions. Ce sont des choses qui vont, qui sont de l'ordre du bon sens. Et si vous avez d'autres suggestions à faire, évidemment, n'hésitez pas à le partager dans le chat. La première, c'est quand on parle de discussion parentale, quand on est en train de mettre des règles en place, et maintenant est une bonne période hein, à la rentrée des classes, c'est de laisser les enfants faire des propositions. Ça va leur donner un sentiment de responsabilité, ça va aussi euh, les forcer à réfléchir ce qui a du sens, ce qui n'a pas de sens, et vous serez peut-être surpris. Peut-être que quand on demande, bon, mais quelle limite est-ce qu'on va se donner en termes de temps d'écran, peut-être que ils vont donner un temps d'écran qui sera plus bas que ce que vous auriez proposé ou auriez accepté. Peut-être ils ne vont pas avoir de notion du temps et dire limite de temps d'écran, 14 heures par jour. Voilà, ce qui est évidemment beaucoup. Je leur souhaite de ne pas passer 14 heures devant un écran. Euh, Ce qui, de toute façon, avec l'école et les temps d'éveil sont difficiles à réaliser. Mais voilà, donc en tout cas, d'impliquer les enfants et ce qui ouvre la porte vers une discussion et demander pourquoi ils font cette proposition et à partir de là, commencer à trouver des terrains d'entente. À vous, par contre, d'être un petit peu le garant de cette discussion et d'évoquer tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous mets ici quelques sujets. Tous les sujets ne sont pas abordés avec tous les enfants des mêmes, voilà, à tous les âges, mais en tout cas, ce sont quelques pistes qui pourraient être intéressantes à être évoquées. Le temps d'écran, les sites qu'ils peuvent ou ne peuvent pas consulter, le contrôle parental. Pourquoi on utilise le contrôle parental sur tel appareil et pas sur un autre? Euh, Voilà, les moments déconnectés. J'y reviendrai d'ailleurs dans un instant aussi. Ce sont des sujets intéressants à aborder et au plus c'est fait de manière constructive et collaborative, au plus les enfants se l'approprieront et le respecteront. Il faut évidemment choisir ses combats. On pourra pas tout avoir et donc il faut être prêt à se dire, bon, je préfère, je préfère ici trouver un compromis. C'est mieux que faire un blocage total et qu'il détourne la situation, quitte à revenir dessus et tester aussi les choses. Je ne l'ai pas écrit sur les slides, mais de tester aussi certaines décisions en disant on va essayer pendant une semaine comment ça fonctionne, quitte à réajuster par la suite. Faire la distinction entre jour de semaine et donc jour d'école et jour de week-end. Les et d'écouter pourquoi est-ce qu'ils proposent quelque chose, quelles sont leurs inquiétudes, s'ils n'ont pas autant de temps d'écran, par exemple, ou s'ils n'ont pas autant d'accès à tel ou tel réseau social, quelle est la suite? Est-ce que c'est parce que il se passe des choses dont vous n'avez pas connaissance, il y a des échanges, des groupes de conversation, des contenus qui vont rater, comme un adulte pourrait tenir à pouvoir regarder ou écouter le journal télévisé
ou à la radio à une certaine heure parce que ça se passe à tel moment, un enfant apprécie peut-être pouvoir voir tel ou tel contenu sur telle ou telle plateforme. Et alors, cinquième point, c'est de partager les bons réflexes euh, en toutes circonstances et évoquer aussi en cas de problème ce que l'enfant doit faire, vers qui se tourner. C'est important, ça fait partie aussi de la discussion. On vous propose la règle des 4 P, et le P étant de pas d'écran. C'est une suggestion qui a déjà fait ses preuves, qui est assez largement répandue et qui, à mon sens aussi, euh, est logique dans une certaine mesure. C'est de dire pas d'écran le matin avant d'aller à l'école ou avant une certaine heure le week-end. Donc là, vous voyez qu'on fait la distinction entre jour d'école et week-end. Pas d'écran à table. Et là, je reviens au fait de montrer l'exemple, hein. On a notre téléphone en poche et notre téléphone nous suit partout, partout, hein. On va à la cuisine, on prend notre téléphone, on va à la toilette, on prend notre téléphone. Le téléphone est à la salle de bain, sur notre table de nuit. On ne quitte plus la maison sans avoir de téléphone. On fait demi-tour quand on l'a oublié. Et donc, c'est important que les enfants voient aussi que nous, adultes, nous ayons le réflexe, le bon réflexe de temps en temps avoir des moments déconnectés, pas d'écran dans la chambre et pas d'écran juste avant d'aller se coucher. Alors, certaines choses sont plutôt des suggestions d'ordre pratique et pour la vie de famille, mais aussi par rapport au, au bien-être des personnes. Pas d'écran juste avant d'aller se coucher. Cette suggestion, cette recommandation pourrait être valable pour des adultes aussi. C'est une question d'activité du cerveau avec les écrans bleus ou très lumineux qui nous stimulent très fortement et qui nous empêchent de bien dormir. Donc c'est important d'avoir des moments avant d'aller se coucher sans écran. Et ce qui est recommandable pour les adultes, évidemment, est recommandable pour des, euh, des jeunes aussi. Ce sont 4 règles à prendre ou à laisser. Essayez peut-être une à la fois, voyez ce qui fonctionne, plutôt que de commencer en masse avec ces 4 blocs en fonction des usages que vous avez déjà. Et donc, on peut peut-être commencer avec une chose à la fois et petit à petit instaurer certaines règles. Dans un slide précédent, je vous ai évoqué le fait d'être rassurant et le fait de savoir vers qui se tourner en cas de problème. Je vous évoque ici une initiative de Child Focus qui s'appelle Chacun son max. Et derrière l'initiative, plus que de parler de l'initiative de Child Focus, c'est plutôt le principe, c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire que les jeunes vivent plein de choses en ligne, sont confrontés ou voient plein de choses qui, dans leur fil d'actualité ou sur leur console de jeu, mais ne souhaitent pas nécessairement en parler à leurs parents, parce que les parents imposent des règles et qu'ils ont peur de se faire juger. Le principe du max, et d'avoir chacun son max, c'est d'avoir une personne de confiance à qui s'adresser sans jugement. Quelqu'un qui va écouter et qui va se mettre à la place de l'enfant et vers qui l'enfant peut aller pour dire j'ai fait une bêtise ou j'ai été confronté à tel type de contenu, je ne sais pas comment réagir, j'ai un problème ou voilà. Donc ça c'est important à savoir. Un petit peu à l'image d'un parrain ou d'une marraine, voilà, qui est plutôt là pour être l'adulte de confiance. Euh, et il faut aussi, à l'inverse, s'il y a un max, en tant que parent, assumer que quelqu'un d'autre soit la personne de confiance
comme on peut imaginer qu'un enfant va faire des petites confidences à papy et mamie, à ses grands-parents, et qu'un parent n'est pas au courant de tout, après, au max, et ça peut être vous, de aussi trouver la bonne manière d'aborder la chose avec les parents, si besoin, et d'intervenir si, si besoin. Voilà. En tout cas, le fait d'avoir une personne de confiance vers qui se tourner, c'est important pour les jeunes. Il faut le faire dans les deux sens. D'une part, en tant qu'adulte, dire aux jeunes, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, et ça peut être un prof à l'école, ça peut être quelqu'un dans un mouvement de jeunesse ou dans une activité extrascolaire avec qui ils sont suffisamment proches, à qui ils peuvent parler. Ça peut être un membre de la famille qui n'est pas nécessairement un parent. Ça peut être un parent. Je veux vraiment pas euh, euh, empêcher les parents de devenir un max vis-à-vis de leur propre enfant. En tout cas, de dire aux enfants, prouver un max, et nous, en tant qu'adultes, être conscients qu'il y a qu'il y a d'autres personnes qui sont max, et suggérer aussi, tiens, est-ce que par rapport à tel ou tel sujet, la discussion est peut-être plus délicate vu ma position, est-ce que toi tu pourrais en parler? Voilà. Il y a le site chacun-son-max.be, qui est le site de Child Focus, qui vous donne quelques pistes aussi pour comprendre comment mettre un enfant, et même un enfant, même adolescent, en confiance. Il est important de passer du temps ensemble, en famille. Ça, c'est une règle, enfin, c'est une règle. Ça va c'est du bon sens. Mais il est aussi important de passer du temps ensemble en ligne. On passe du temps ensemble dans un parc. On va, euh, on, on va ensemble dans un parc d'attractions. On va manger une glace ici comme dans l'image. On va jouer au sport, on fait certaines activités, on va conduire les enfants à une activité, par exemple, de sport ou de musique, et on reste le temps de l'entraînement ou de la répétition ou du cours de musique. On écoute ce que l'enfant fait, ou on regarde ce que l'enfant fait. On passe des moments de loisirs avec ses enfants à la maison ou à l'extérieur. Il est important, en plus aussi, de passer du temps ensemble en ligne. Il y a deux éléments là-dedans qu'il faut retenir. C'est de s'intéresser à ce que fait l'enfant. D'une part, ce que fait l'enfant en ligne. Si l'enfant joue à un jeu qui peut vous paraître peut-être bête, ou dont vous comprenez pas les règles, ou voilà, dont vous voyez pas du tout quel est le délire ou le trip des enfants de jouer à ça, ça n'est pas pour vous que le jeu est important, c'est pour l'enfant ou pour l'adolescent, pour le jeune. Et donc, intéressez-vous à ce que votre enfant fait en ligne, ou ce qu'il ou elle a vu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est d'une part. Donc, s'intéresser à ce que votre enfant fait en ligne, passer du temps ensemble dans sa bulle. Et d'autre part, c'est non négligeable, c'est d'impliquer aussi votre enfant ou les enfants dans la bulle numérique des adultes. Et donc, de dire, si vous jouez à un certain jeu, Candy Crush, ou voilà, je sais pas quel jeu on pourrait jouer en tant qu'adulte, c'est de montrer, tiens, voilà, j'arrive à tel niveau, où ceci est plus difficile. Et comme ça crée une certaine complicité entre les parents et les enfants. Et ça devient aussi un nouveau sujet de conversation. Ah, tiens, est-ce que tu es arrivé à tel niveau dans ton jeu? Est-ce que tu as réussi à dépasser tel truc ou débloquer telle situation? Ça ne veut pas dire que vous devez systématiquement aller jouer à chaque fois avec l'enfant, à chaque fois que l'enfant joue, mais de temps en temps, ça peut être chouette. Et ça va aussi faire, comme c'est une question de réciprocité, que ce sont des conversations qui vont dans les deux sens, s'il y a un problème, si tout d'un coup il y a un contenu inapproprié parce que c'est sur un réseau social, que tout d'un coup quelqu'un lâche un commentaire, et à table vous demandez, tiens, est-ce que
quelle est la dernière tendance, quel est le dernier trend sur TikTok. Est-ce que vous avez vu des trucs drôles ou interpellants? Peut-être que, à force euh, d'avoir parlé de certaines choses ouvertement, peut-être que l'enfant se sentira suffisamment confiance pour vous parler de certaines choses, un petit peu à l'image du max que devrait être chaque parent. Et donc, de la même manière qu'on pose la question, comment était ta journée à l'école? Qu'est-ce que tu as appris en classe? On peut lui poser la question, comment progresse ton jeu en ligne? Qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux? Quelle est la dernière tendance qui t'a fait rire? Est-ce que tel comédien a fait un nouveau spectacle voilà, qui t'a fait rire? Ce genre de choses. Ou qu'est-ce que tel influenceur a sorti dernièrement? Voilà. Et donc de s'intéresser aussi à la vie en ligne des enfants. Et donc trouver là un équilibre. Pour clôturer ce webinaire, je vais vous évoquer quelques outils qu'on a développés et mis gratuitement en ligne sur la plateforme 1, 2, 3 Digit, euh, que, que vous pouvez utiliser en tant qu'aidant numérique ou que vous pouvez utiliser aussi ou consulter en tant que parent. Il y a euh, il y a deux modules pédagogiques qu'on a créés il y a quelques années, qui s'appellent Numérique en famille, partie 1 et partie 2, euh, qui, qui évoquent les usages des jeunes, des cas concrets avec quelques mises en situation, et on évoque aussi des sites et des outils pour aller plus loin. En tant qu'aidant numérique, c'est intéressant à connaître pour continuer à s'informer, pour utiliser ça dans des ateliers individuels ou collectifs. En tant que parent, je vous montre la partie 2, comme ça vous avez les autres sujets euh, de la table des matières. En tant que parent, c'est aussi intéressant de, euh, de voir certains sujets, certaines approches. De nouveau, j'insiste sur le fait qu'ici, c'est de l'ordre de suggestions, de points d'attention. Chacun et chacune est évidemment libre de décider dans sa maison de comment aborder le sujet du numérique en famille. Mais en tout cas, pour vous donner des outils, des pistes, ces modules sont là pour vous. Il y a, en cas de question, imaginez, vous êtes confronté à une situation à laquelle voilà, vous n'étiez pas préparé, vous vous posez des questions, ou même votre enfant se pose des questions, sachez que Child Focus a une ligne téléphonique qui est disponible H24 au numéro gratuit 116 3x0. Ils ont une adresse mail, ils ont un site web aussi, euh, où vous pouvez poser des questions liées aux usages du numérique. Alors attention, euh, c'est pas lié aux usages du numérique. Ils doivent faire un devoir, ils ne savent pas comment utiliser Word ou PowerPoint. Non, c'est plutôt par rapport à, euh, à l'exposition à des contenus indésirables, plutôt de cet ordre-là. Historiquement, Child Focus se concentre sur tout ce qui était disparition des enfants, mais de plus en plus, Child Focus travaille aussi autour des abus sexuels des enfants, hors ligne et en ligne, et donc c'est aussi le, le- le point de contact et qui centralise tout ce qui est lié à l'enfance et la protection des enfances, y compris en ligne. Donc s'il y a des, des questions par rapport à ça, en tant que parent, préventivement, vous pouvez aussi poser la question en disant, tiens, voilà, je me pose la question, j'ai peur que mon enfant soit en contact avec des personnes qui, par exemple, sont beaucoup plus âgées que mon enfant, qui ait des échanges peut-être à caractère sexuel, j'ai des doutes, voilà comment aborder la chose. Child Focus peut vous conseiller, mais aussi plein d'outils qu'ils peuvent vous recommander. Et alors, deuxièmement, il y a Parents Connectés, qui est un site qui recense aussi des outils.
à destination des aidants numériques et des parents pour au mieux vous aiguiller dans ce sujet qui est fort dynamique, qui est très différent d'une famille à l'autre, où vous trouverez aussi des réponses et des suggestions de solutions par rapport à votre solution. Je rappelle que les slides, l'enregistrement et donc par conséquent aussi les liens et ces numéros vous seront envoyés par mail pour que vous puissiez y avoir facilement accès. Nous avons sur 1, 2, 3 Digit aussi écrit plusieurs articles médias, un petit peu au format blog, qui traitent de la question de la parentalité. Le premier, peut-être, celui qui est le plus proche du sujet du webinaire d'aujourd'hui, le numérique en famille, quels sont les conseils des experts en disant quelles sont les bonnes pratiques si on se pose la question. Quand je dis bonne pratique, euh, ça ne sous-entend pas nécessairement qu'il y ait des mauvaises pratiques. J'insiste, chacun fait ce qu'il veut, mais si on voulait trouver le bon compromis entre le bien-être des enfants, une certaine euh, sobriété numérique, pour ne pas tomber dans l'excès, voilà, cet article donne quelques pistes. Un deuxième article qui traite du cyberharcèlement, comment le reconnaître, qu'est-ce qu'on peut y faire. Troisième article autour des violences en ligne, quelles sont les différentes formes de violences en ligne. C'était aussi le sujet d'un webinaire qu'on a donné il y a peu de temps. Et alors, il y a un nouvel article qui démystifie un petit peu cette notion des digital natives. Est-ce que les jeunes sont vraiment si euh, 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 comment dire, si attachés au numérique et du fait qu'ils soient peut-être pour la plupart, hein, je rappelle les 99% du début du webinaire, équipés d'un smartphone, est-ce qu'ils sont suffisamment à l'aise sur le numérique pour faire euh, d'autres démarches que simplement utiliser les réseaux sociaux ou des jeux vidéo? Voilà. Nouvel article très intéressant qui aborde la question des usages des jeunes et du numérique. Et euh, alors, on est bien dans les temps. Je vois qu'il est 53 et que donc on a encore quelques minutes pour un moment de questions, d'échanges. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, quelque chose qui a bien fonctionné, qui justement a moins bien fonctionné, c'est le moment de les poser. Et je vais répondre le temps que vous réfléchissiez, que vous preniez votre clavier sous les doigts pour formuler votre question dans le chat. Sinon, de prendre la parole, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Teams pour lever la main. Euh, je vais répondre à Pierre qui demande de faire la distinction entre enfants et jeunes, euh, comme c'est le cas dans l'étude de Média Animation Génération 2024. Ici, j'ai expressément parlé d'enfants, de jeunes, un petit peu de manière homogène, parce que mon objectif n'était pas de faire une grande distinction, enfin, d'aller dans le détail des enfants primaires, passage primaire à secondaire, secondaire. Il y a effectivement un très grand écart. Entre 8 et 18 ans, il y a 10 ans d'écart, et à cet âge-là, c'est le double de leur vie voilà, et certains sont 2 fois plus âgés que d'autres. Les usages sont très différents. Donc, je suis tout à fait d'accord euh, il y a un besoin de faire la distinction. Je vous renvoie vers justement l'étude Génération 2024 qui est gratuitement accessible en ligne, en version PDF. Si vous voulez aller dans le détail des usages, ça m'amène à dire que en termes de recommandations, de discussion parentale, contrôle parental, il y a une distinction à faire entre de plus jeunes enfants et des adolescents qui sont proches de l'âge adulte. Le contrôle parental, en mettant des limites, des interdictions, est, à mon sens, plus approprié
pour des enfants plus jeunes, qui sont plus sensibles face à l'exposition à certains contenus que des adolescents qui ont 16, 17, voire 18 ans, et donc où le contrôle parental euh, est, est à envisager d'une toute autre manière. En 1 heure de temps, je pouvais évidemment pas rentrer dans le détail des bonnes pratiques pour de jeunes enfants euh, ou des adolescents proches de l'âge adulte. Voilà. Euh, alors, il y a une question ou un propos dans... euh, de rien, Pierre. Un nouveau propos dans le chat. Un problème avec les IA conversationnelles. Effectivement, c'est assez récent et d'ailleurs, le, l'étude montre que c'est de plus en plus utilisé. C'est devenu un confident pour votre enfant de 13 ans, car l'IA n'a jamais trahi. C'est effectivement une question qui se pose de plus en plus. Il y a, d'un point de vue, on va dire, déontologique de l'intelligence artificielle, beaucoup, beaucoup de questions et on entend malheureusement de plus en plus de faits divers par rapport à des jeunes qui utilisent l'IA. Juste pour donner un chiffre, euh, plus de la moitié des jeunes a utilisé une intelligence artificielle principalement conversationnelle, donc ça veut dire style ChatGPT, où vous écrivez un texte, un prompt, et le moteur, l'intelligence artificielle vous répond avec du texte, ce qu'on entend par IA conversationnel. Euh, il n'y a que 40 et quelques pourcents, 43% dans mes souvenirs, qui n'a jamais utilisé une IA conversationnelle. Et quand on regarde donc parmi les 57% de ceux qui ont utilisé une IA, on voit que dans ces usages, il y a déjà découvrir parce que c'est nouveau, un enfant a envie de tester les limites parce que c'est nouveau, parce que c'est chouette, parce que c'est à la mode, parce que tout le monde en parle, pour s'aider aux devoirs. Donc on dit, tiens, j'ai tel exercice à faire, est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que c'est pour faire les devoirs, pour voir s'il peut aider avec les devoirs, pour faire les devoirs à la place? Je rentre pas dans ces considérations-là. Mais troisièmement, aussi parce que ils testent un petit peu le fait de pouvoir entrer en discussion avec quelqu'un qui répond comme si c'était un adulte derrière, ce qui parfois entraîne certains problèmes. Et là, je vous invite à, à discuter de l'IA, des usages de l'IA avec votre enfant. À 13 ans, bah, c'est l'âge, j'imagine, rentrée de secondaire, où voilà, il y a un tout nouveau monde qui s'ouvre à lui ou elle. La perception que l'IA ne trahit pas, l'IA ne trahit pas, mais peut faire des erreurs. L'IA peut aussi partir sur des partir à la dérive, et on l'a malheureusement déjà observé, qu'il y ait des dérives sur euh, des propos déplacés, et j'essaie de rester politiquement correct en disant déplacé, parce que ça peut être une fois raciste, une fois politiquement extrémiste, ça peut être aussi une IA qui va, et je ne fais que dire ce que je lis dans la presse, qui va aussi pousser certaines personnes à faire certaines actions, et quand les personnes sont euh, je veux dire, psychologiquement ou mentalement plus fragile, et je considère un enfant euh, fortement influençable et donc à ce niveau-là fragile, bah, va peut-être faire plus confiance à l'IA parce qu'elle n'a jamais trahi. Elle est effectivement toujours là, mais il faut peut-être apprendre aussi à l'enfant à prendre du recul par rapport à ça, de la même manière qu'il faut apprendre à un enfant, je pense, à partir d'un certain âge, à comprendre ce que sont des fake news. Et donc, dans cette conversation,
expliquer quelles sont les limites des IA à l'aide d'exemples. Voilà. C'est une, c'est un sujet très délicat parce que très nouveau. Si d'autres personnes ont des bonnes pratiques, elles sont le bienvenu. En tout cas, ne pas bloquer, ne pas fermer la porte de l'IA parce que ça donnera l'impression que vous lui arrachez un, un, un ami, que vous interdisez de voir un ami. Mais en tout cas, de prendre du recul en disant, tu sais, c'est un ordinateur qui te répond, c'est pas nécessairement une personne, mais l'ordinateur est tellement bien fait qu'il il arrive à se faire passer pour un enfant. Et d'ailleurs, un, il y a de très bons films autour de l'IA. Il y a, il y a un film qui s'appelle IA de Steven Spielberg, euh, qui est avec un petit garçon qui est en fait un robot. Il y a, il y a le film Her, Her, de 2012, si je ne me trompe pas, euh, avec Joaquin Phoenix, qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. C'est très intéressant parce que de plus en plus, il rentre dans la bulle de l'acteur, enfin, ou le personnage, rentre dans la bulle de l'intelligence artificielle et comment tout le monde autour de lui comment dire, agit autour de de cette vision un petit peu euh, distendue de la réalité. Euh, voilà, j'espère, Vincent, avoir répondu à la question, ou en tout cas mis en confiance par rapport à la situation. Je vois une question de euh, Yaya. Quelle démarche et module conseillez-vous pour accompagner les parents peu à l'aise ou non francophones et comment un EP local peut s'y greffer? Euh, c'est une question, il y a plusieurs questions là-dedans. C'est pour moi, d'une part, c'est la difficulté d'un EPN, c'est le rôle de l'EPN d'accompagner des parents sur certains sujets, parce que dans un EPN, vous allez rencontrer peut-être dans une séance de groupe, des, des personnes d'horizons différents ou avec des questions différentes. Parfois, dans un accompagnement individuel, ça peut s'y prêter. En termes d'outils, je renvoie vers les modules 1, 2, 3 digits, qui sont un petit peu comme mon discours, qui se veulent généralistes euh, et, et qui sont une base de discussion. Donc, ça, vous pouvez utiliser. Les modules sont accessibles en français et en néerlandais gratuitement. Et pour les personnes euh, qui sont allophones, qui parlent donc pas le français ou pas le néerlandais, je n'ai pas de connaissance de ressources en particulier. La seule chose que je pourrais suggérer, c'est d'utiliser des fonctionnalités de traduction euh, sur ordinateur. Il existe, le nom m'échappe, mais je sais que Windows a un- une fonctionnalité de traduction et qui permet de consulter le site ou le contenu traduit dans sa langue. Ça reste le contenu de base. euh, francophone, avec des contenus belges, en l'occurrence, pour un de trois digits. Mais sinon, voilà, j'espère que ça répond à la question. Voilà. Bon, c'était un petit peu euh, une redite du slide précédent. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser maintenant. Je peux prendre encore quelques minutes pour y répondre. Sinon, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence, pour l'échange dans le chat aussi. Je vous souhaite une bonne rentrée, beaucoup de courage aussi pour discuter voilà, de manière ouverte et constructive des usages du numérique en famille, avec vos enfants, avec vos proches euh, ou avec vos apprenants ou bénéficiaires. Et voilà, celles et ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à rester, je peux y répondre. J'y réponds volontiers. Voilà. Et aux autres, je vous souhaite une bonne journée encore. Merci Thomas. Bonne journée. Au revoir.